J'ai mené des combats évidemment contre l'immigration et aussi contre la mondialisation et le libre-échange. L'Union européenne, c'est l'ennemi de l'Europe. Ils ont en contrepartie une masse de manœuvres, à savoir une partie de la minorité algérienne en France, racaillisée et islamisée. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés de la chaîne YouTube et, je ne l'oublie jamais, vous remarquez, de notre application également, puisque comme certains de la chaîne YouTube ne le savent pas toujours, nous avons également cette application sur laquelle se trouvent environ 50 documentaires produits par Omerta depuis 2 ans et qui est le cœur du métier d'Omerta. Donc si vous voulez, vous venez sur la chaîne YouTube, vous participez, vous utilisez, vous regardez nos contenus sur cette chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux, 415 000 ce matin et quasiment tous les jours en ce moment on a 1000 abonnés en plus, donc on vous remercie énormément pour cette fidélité, pour le fait que vous reveniez toujours plus nombreux. Mais il ne faut pas oublier cette application, puisque l'application, vous la téléchargez, 5 € par mois, 2 € pour les étudiants. Et c'est ça qui nous fait vivre, c'est cette contribution, parce que sans vous, nous n'existons pas, nous n'avons pas de subvention chez Omerta. Je signale également le magazine Omerta, il y aura bientôt un numéro, on communiquera dessus. Actuellement, Ukraine, la guerre sans fin, notre deuxième hors-série consacrée à la guerre en Ukraine est disponible, ça, dans 5000 points de vente en France. Donc voilà, faites cet effort. Si vous aimez Omerta, téléchargez l'appli, allez voir, prenez un mois, regardez nos docus. C'est notre cœur de métier, parce qu'il n'y a pas que les docus aussi, je précise. Il y a également les making-of, où vous comprendrez la vie de la rédaction, notre vie en reportage. Il y a des moments assez épiques vécus dans le Donbass, le dessous de ce type de reportage qui sont extrêmement éprouvants, extrêmement qui nous sollicitent beaucoup. Donc vous verrez comment les reporters travaillent en Afghanistan, en Syrie et un peu partout, chaque fois qu'Omerta envoie une équipe. Voilà. Aujourd'hui, nouvelle édition du Grand Entretien. Je reçois Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Régis. Alors Jean-Yves, je vais vous présenter un petit peu. On vous connaît, vous êtes déjà venu chez Omerta, c'est pas la première fois. Vous nous faites l'honneur de revenir pour ce nouveau livre Mémoire identitaire. Donc là, vous avez mis un petit peu toute votre vie. C'est extrêmement bien écrit. C'est un vrai témoignage à lire. 1968-2025, les dessous du grand basculement, parce qu'à travers vos lignes et à travers votre parcours, on comprend l'évolution de la société aussi, on va en parler beaucoup. Donc vous êtes ancien haut fonctionnaire, ancien cadre du Front National, vous avez fondé l'Institut Iliade et vous dirigez la fondation Polémia pour la réinformation. Voilà, donc Jean-Yves, ma première question, elle a trait à votre patronyme. Je ne vais pas vous demander si Le Gallou c'est breton. Étant moi-même breton, je suis quand même capable de le détecter. En revanche, je voudrais savoir, pouvez-vous m'expliquer en quoi cette identité particulière, la Bretagne, a-t-elle été importante ou non dans votre approche de la question identitaire, qui est le thème principal de votre livre? On part toujours d'un point, d'un lieu. Bon. Et donc, ma famille est originaire de Bretagne, même si je suis un breton de la diaspora, puisque je n'ai jamais vécu en Bretagne, et que mes goûts personnels, à savoir l'alpinisme, m'ont porté vers les Alpes et non pas vers les monts d'Arrée. Vers les monts d'Arrée. Mais c'est quand même un élément, une source de départ. Et d'ailleurs, la diaspora familiale, c'est-à-dire les Bretons de Paris, de la famille de mon père, se retrouvaient régulièrement pour des fêtes de famille, notamment à la Toussaint. Et donc, il y avait là une forme de transmission culturelle. Après, je me suis beaucoup intéressé, au fond, au monde celte et à la culture celte. Et j'ai été renvoyé à mes origines par mon nom,
le patronyme est important parce que quand je raconte le Galou, vous êtes breton, c'est une question que j'ai entendue Mmh. des milliers de fois. Voilà. Euh, on pourrait dire que c'était stigmatisant, peut-être, si on Oui, prend le politiquement correct actuel. oui, et d'autant que ça veut dire le français, enfin, ou les Français. Alors, oui, Galles, le mot galou, oui, Galles, en fait, c'est le nom qu'on donnait en partie bretonnante de la Bretagne à ceux qui, à un moment donné, ou ceux dont les ancêtres étaient devenus de la partie gallo, voilà, c'est-à-dire de la c'est partie ça. francophone de la Bretagne. Voilà. Voilà, voilà, donc c'est un lien avec la France. Bon, alors, votre adversaire de toujours, on le voit à travers ce livre, au fil de ce livre, c'est évidemment la mondialisation qui a longtemps été qualifiée de moteur de la prospérité. Aujourd'hui, les fondements de cette mondialisation sont quand même nettement remis en question, mais en grandissant tous, on disait, ben, on va vers plus de prospérité, on vit dans un monde global, on entendait ça très fréquemment. Vous la décrivez en fait comme une machine à tuer les peuples. Est-ce que selon vous, le retour de Donald Trump au pouvoir est une bonne chose? Je crois que ça marque une rupture. C'est-à-dire que ça marque une rupture sur une évolution pluridécennale vers toujours plus d'ouverture des frontières à la circulation des capitaux, des hommes, des marchandises. Qui a culminé avec la création de l'OMC il y a une trentaine d'années. Et l'OMC est à peu près morte aujourd'hui Mhm. avec la politique de Trump. Je trouve d'ailleurs assez piquant de voir dans les grands médias français euh, qui, à un moment donné, en tout cas dans certains milieux écologistes par exemple, pouvaient critiquer la mondialisation et qui d'un seul coup viennent à sa défense quand Trump la remet en cause en rétablissant ou en voulant rétablir des droits de douane. Ouais. Je dois dire d'ailleurs que dans les combats politiques que j'ai mené des combats évidemment contre l'immigration et aussi euh, contre la mondialisation et le libre-échange, parce que je crois que nous avons organisé avec le Front National à l'époque, en 1993, la première manifestation contre le libre-échange. Mhm. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand vous parliez de critiquer l'immigration, vous pouviez être accusé de racisme, vous êtes accusé d'être un salaud. Et quand vous critiquiez la mondialisation, le libre-échange, on ne vous traitait pas de salaud, on vous traitait de ringard, on vous traitait d'imbécile. Ouais. C'était presque pire. Voilà. Et aujourd'hui, c'est quand même un discours qui est en train d'être remis en cause. Et Trump fait du ménage sur ce sujet-là, comme sur le wokisme, comme sur les subventions à toute une série d'associations ou d'universités militantes. Mais alors pourquoi, selon vous, a-t-il fallu attendre autant de temps pour réaliser finalement que toutes nos industries étaient parties vers la Chine, que pourquoi cette sacro-sainte croyance dans le progrès nous a fait finalement nous dépouiller complètement de nos richesses en fait? Alors c'est étrange parce que effectivement, le danger du libre-échange est ancien, puisqu'il y a eu Stophaez qui a écrit La grande menace industrielle, je crois, dans les années 1970. Mhm. Et en 1978, il y avait une scène épique à l'Assemblée nationale où Limousin, qui était député du Tarn, était monté à la tribune avec des sous-vêtements féminins et en disant fait en Chine, fait à Taïwan, fait à Mhm. Singapour, fait en Birmanie, fait Mhm. en Vietnam. Et donc il avait montré le danger, il l'illustrait de manière concrète devant une Mhm. assemblée assez machiste. Donc il était possible de prendre conscience dès ce moment-là, mais il y a eu une espèce de folie. Alors c'est aussi la dictature du consommateur, puisque Mhm. le consommateur, il avait des produits bon marché. Mhm. Et il ne faut pas oublier l'importance en France et dans d'autres pays du monde des grandes surfaces. Et les grandes surfaces commerciales, Mhm. leur projet, c'est de vendre le maximum d'objets, Mhm. bon marché, en Mhm. jouant sur les prix. Et pour jouer sur les prix, eh bien, on importe les produits venus du reste du monde. Mais ce consumérisme n'est pas simplement devenu l'acquisition de biens, c'est devenu un état d'esprit pratiquement.
On a quand même l'impression que petit à petit, on a laissé partir aussi notre culture, on a laissé partir plein de choses à travers cette croyance, cette sacro-sainte croyance que le progrès allait nous amener vers un monde idéal. Oui, et puis il y a c'est la réduction au pouvoir d'achat, c'est quand même une réduction matérialiste Ouais. dans la vision du monde. Alors, vous parlez de crise de la civilisation européenne. Euh, si cette civilisation est en danger, selon vous, n'est-il pas aussi parce qu'elle s'est perdue dans ses propres contradictions, notamment avec l'Union européenne? Définir l'Europe, on a l'impression aujourd'hui, c'est presque impossible. Et la faire aimer aux Européens, c'est encore plus, vous ne trouvez pas? Alors, je pense que, moi je dis, je ne me suis jamais senti aussi peu européen que quand j'étais élu au Parlement européen. Parce que la machine de l'Union européenne n'est pas une machine européenne, c'est une machine bureaucratique et c'est une machine mondialiste. D'ailleurs, on le voit très bien, puisque il y a eu d'ailleurs une subversion Mmh. par rapport à l'objectif initial des institutions européennes. L'objectif initial des institutions européennes, dans les années 50-60, Mhm. c'est un marché commun Mhm. qu'on protège de l'extérieur, Mhm. avec un tarif extérieur commun, des droits de douane extérieurs. Mhm. Et tout ça disparaît progressivement et est remplacé par un dogme qui est le principe central de toute l'Union européenne, qui est la libre concurrence. Libre concurrence qu'on met en place pour qu'elle ne soit pas faussée par tout un ensemble de bureaucraties, de façon à ce que les différents pays soient passés les uns et les autres à la toise. Donc de ce point de vue-là, l'Union européenne, c'est l'ennemi de l'Europe. Mhm. C'est l'ennemi de l'Europe parce que c'est une bureaucratie désagréable, c'est l'ennemi de l'Europe parce qu'elle se place dans une perspective mondialiste, et c'est l'ennemi de l'Europe parce qu'elle ne protège absolument pas les frontières. Et aujourd'hui, la question qu'on devrait se poser, c'est peut-être moins la riposte à la guerre commerciale Mhm. des États-Unis que la protection vis-à-vis des pays à main-d'œuvre à bas coût qui continuent Mhm. à occuper nos marchés et à pousser notre désindustrialisation jusqu'à son terme absolu. Alors, rappelons aussi au passage que cette Europe, à la base, dont ceux qu'on appelle les pères fondateurs, Robert Schuman, Jean Monnet, étaient très influencés par les Américains, qui finalement y voyaient une perspective de marché et une dissolution des souverainetés qui leur convenait finalement. Oui, et Donc c'est un peu une créature américaine à la c'est un base. peu une créature américaine à la base, mais qui, dans un premier temps, était quand même sur une logique Oui, euh, de marché commun, de ouais, marché franco-allemande et à la base. Ouais. franco-allemande. D'un certain point de vue, la grande déviation, c'est l'entrée de l'Angleterre Mhm. dans le marché commun en 1972, Mhm. parce que l'Angleterre arrive avec une logique qui a toujours été sa logique à elle, Mhm. une logique libre-échangiste. Bien Et sûr. donc il y a un basculement, Mhm. dans la conception de l'Union européenne, qu'on appelait à l'époque la communauté européenne d'ailleurs. Mhm. C'est pas tout à fait neutre. Il y a un basculement avec l'entrée de l'Angleterre et puis la négociation des accords de libre-échange qui se succèdent les uns après les autres, les Kennedy Round, Nixon Round, Ouais. et puis les accords du GATT et la création de l'OMC. Et tout ce qui se passe finalement, ce sont les anglo-saxons qui gagnent. C'est nous, notre vision française, notre philosophie française, elle n'arrive absolument pas à s'imposer, puisqu'on rentre dans le libre-échangisme. On rentre dans l'impossible. La grande erreur, de ce point de vue-là, c'est Pompidou qui l'a commise, c'est l'entrée de l'Angleterre Hmm. dans le marché commun. Même De Gaulle semblait ne pas y voir un ennemi et à laisser un De peu Gaulle faire. avait quand même dit l'Angleterre, je la veux nue. Oui. Bon. Hmm. Mais l'entrée de l'Angleterre s'est faite, avec référendum d'ailleurs, Oui, hein, oui, c'est vrai. par Pompidou en Hmm. 1972. Hmm. Je suis d'ailleurs dans le livre très critique sur Pompidou, Oui, j'ai. qui est plutôt
bien vu à droite, entre Ouais, guillemets. ouais, Moi, je sais que j'en ai discuté avec Villiers ou avec Zemmour, mmh. qui avait plutôt une vision positive de Pompidou, que j'ai eu moi-même d'ailleurs, et que je n'ai plus du tout, parce que je pense que son quinquennat a été une catastrophe dans tous les domaines. L'entrée de l'Angleterre, le Conseil constitutionnel Mmh. qui prend le pouvoir en 1971 en s'arrogeant le contrôle du contenu des lois, la loi Pleven en Absolument. 1972, une loi laxiste sur le code de la nationalité en 1973, Mmh. quand même Edgar Faure à l'éducation nationale et aux universités Mmh. qui accentue la dérive de mai 68. Enfin, dans tous les domaines, je trouve que le bilan de Pompidou est tout à fait triste, finalement, néfaste, alors qu'il avait une assemblée assez à droite, élue en 1968, et qu'il a écrit, alors c'est là qu'il y a le nœud, si je puis dire, de l'histoire. Il y a un livre qui est publié immédiatement après sa mort, un livre posthume, Le Nœud gordien, Mmh. qui est un livre qu'il a écrit après 1968 et avant d'accéder au pouvoir en 1969, où il dit absolument tout ce qu'il faudrait faire. Et le livre est presque, on peut le relire aujourd'hui, il est à certains égards très actuel. Sauf que Pompidou n'a absolument pas fait Mmh. ce qu'il avait dit dans le nœud gordien. Mmh. Il n'a pas tranché le nœud gordien, il a serré le nœud coulant du politiquement correct sur la France. Déjà, alors qu'on ne retient finalement que l'anthologie de la poésie française. Oui, mais alors on l'aime Voilà, bien parce que c'est pour ça c'est, que voilà, et ouais. il est Ouais, normalien, il est ouais, ouais, cultivé, ouais, voilà. Bon, donc on aime bien Pompidou. Bon, il avait des goûts artistiques assez oui, contestables, bien sûr. mais bon, et Dont certaines traces on restent aime bien Pompidou, bien dans sûr. Paris, et voilà, Beaubourg, Oui, ben Beaubourg, l'aéroport ouais, ouais, Roissy, etc., ouais, etc. Oui, c'est vrai, le style pompidolien. oui. Voilà. Alors, pour revenir sur cette Europe, donc on voit que certains plaident de façon acharnée aujourd'hui, et parfois un petit peu en s'asseyant sur les élections, la démocratie. On l'a vu avec, on ne peut pas dire que le bricolage qui est en train de se passer en Roumanie, ou ce qui aurait pu se passer si l'AfD était arrivé en tête en Allemagne, semble émouvoir beaucoup de nos représentants en Europe, qui eux plaident pour une nation européenne. On voit Emmanuel Macron aussi à cette philosophie de l'européisme, c'est-à-dire du fédéralisme à chaque décision. On l'a vu avec le Covid, on le voit aujourd'hui avec le renforcement de l'armée. On va peut-être nous préparer des crédits. On va peut-être pas nous ponctionner directement notre épargne, mais on va nous proposer des produits européens. Tout ça se fait progressivement. Vous êtes favorable à l'Europe des identités, c'est clair, c'est votre combat. Est-ce que vous pensez néanmoins qu'il va y avoir au sein de l'Europe un affrontement entre, on va dire, les souverainistes et les européistes, les européistes étant rangés derrière la superstructure de l'UE, et puis les Orban, Meloni, Fico, les autres qui viendront en Pologne, il y a un Trump, alors évidemment influencé par Trump et le MAGA, mais pas que. Est-ce que finalement, c'est pas une bataille au sein de l'Europe qu'on est en train de Si, voir? alors il y a une bataille, objectivement, il y a une bataille idéologique. Hmm. À travers l'Europe et à travers les différents pays européens, Hmm. où il y a des courants souverainistes et des courants identitaires dans de très nombreux pays européens, pardon, pratiquement dans tous les pays européens aujourd'hui. Et il y a deux choses fortes à noter. D'abord, c'est que ces courants souverainistes et identitaires, ils progressent, mais ils ne progressent peut-être pas assez vite par rapport à l'évolution des situations, notamment par rapport à la question de l'immigration, notamment, et ils progressent, mais pour le moment, il y a très peu de conséquences pratiques, puisqu'il y a le cordon sanitaire, qui est une des explications politiques majeures de la situation dans laquelle la France se trouve et les pays européens se trouvent, c'est-à-dire qu'une partie de l'opinion, de l'électorat, qui peut être de 25-30%, se trouve placée hors jeu. C'est le cas en France avec le Front National hier, le Rassemblement National aujourd'hui, il est hors jeu. Et donc, ça veut dire que le centre de gravité politique se déplace à gauche, se déplace du côté
de l'immigrationnisme, Mmh. du côté du wokisme, puisque le tiers de droite est sorti du jeu. On a le même phénomène en Allemagne, où si les Allemands appliquaient leurs règles habituelles, il y aurait une coalition entre les chrétiens démocrates, CDU-CSU, et l'AfD. Oui, Ce l'AfD n'est qui est pas le cas. aujourd'hui le premier parti en Et Allemagne. aujourd'hui, Ouais. qui est le premier Qui a parti, encore progressé. et Mmh. l'AfD est mise hors du jeu, Mmh. et donc, eh bien, la coalition, ça va être entre les chrétiens démocrates Les Grünen, et ou les Verts ouais. ou les socialistes. Donc là aussi, il y a une déportation Mmh. à gauche. On peut voir le même phénomène en Roumanie, Mmh. où le candidat dissident, lui aussi, au nom du cordon sanitaire, Mmh. a été évacué. Donc, le mal européen, il est lié à des causes idéologiques, Mmh. la négation de l'identité, Mmh. à travers l'hérédité des origines, à travers l'héritage Mmh. qu'on culpabilise. Ça, c'est l'aspect idéologique, Mmh. métapolitique. Et puis l'aspect politique, c'est le cordon sanitaire. La partie qui pense mal ne compte pas. Voilà. Mmh. On efface de fait, on efface de fait 30%, Mmh. 25 à 30%, 20, 25, 30%, ça dépend des pays, Mmh. du corps électoral. Alors il y a un peu d'exception avec la Hongrie de Orban et l'Italie de Meloni. Voilà, ce qui est quand même assez important parce que c'est quand même des chefs de gouvernement qui sont quand même sur une autre ligne. Mais même en Hongrie, on a le phénomène de cordon sanitaire, puisque quand il y a eu des élections à Budapest, Mmh. alors que le parti d'Orban était quand même de loin le premier parti, il y a eu une coalition de tous les autres, depuis l'extrême gauche Ouais. jusqu'au Jobbik, qui avait Ouais. un temps été accusé d'être antisémite, Mmh. mais qui là, quand il a été question de faire le cordon sanitaire face à Orban, Il l'a fait. ils l'ont fait. Voilà. Ouais. Donc Alors, ça, c'est le mal absolu, le cordon sanitaire. il y a guère que la démocratie italienne qui semble, par deux fois, puisqu'il y a eu Oui. le gouvernement de Salvini, maintenant le gouvernement Meloni, avec un principe aussi de coalition, hein, puisque en fait on est les seuls en France à ne pas faire de coalition quasiment. Donc on va dire la démocratie italienne est plus représentative, ou en tout cas fonctionne mieux qu'ailleurs. Oui, et puis alors il y a eu le fait, je pense, en Italie. Mmh. D'abord, il y a leur culture Ouais. qui est plus ouverte au débat. Il y a eu une diabolisation d'après-guerre, mais moins forte que dans d'autres pays, paradoxalement. Et puis il y a eu le phénomène Berlusconi et le contrôle des médias par Berlusconi. Oui, et puis une maintenance d'un parti hérité du fascisme de Mussolini, admis en politique. Oui. C'était le MSI. Oui, Mm. absolument. Et alors, si on reprend Berlusconi, le seul moment en France où il y a eu du pluralisme dans les médias, avant maintenant, où il y a un petit peu de pluralisme qui a été établi, c'était quand Berlusconi contrôlait la 5, C'est vrai. dans les années 1990, Mhm. où il y avait des vrais débats. Ouais. Et puis Ouais. ça a disparu. La Ouais. 5 a été rachetée, vendue autrement, et Mm. ça a disparu. Mais de ce point de vue-là, l'Italie, c'est un Ouais. un peuple très politique. Oui, c'est vrai. C'est plus subtil. Ouais. La politique est plus subtile en Italie ou en Corse que Ouais. sur le reste du continent. On Voilà. dira ça. Maintenant, je voulais revenir sur votre carrière que vous racontez aussi avec tous les épisodes, l'épisode Maigret que vous avez suivi, le retour à la fonction publique alors que vous étiez homme politique. Il y a aussi tout ça qui Homme politique diabolisé. diabolisé. Donc la fonction publique est obligée de vous reprendre, mais ne vous donne pas vraiment de travail. Enfin bref, ça fait partie des petites chinoiseries que vous racontez dans le livre. Est-ce que, je voulais vous demander, le Front National a été fondé en 1972, il y a plus de 50 ans. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez connu son ascension? D'abord, pourquoi il n'est pas arrivé au pouvoir? Alors, est-ce que c'est la faute du cordon sanitaire de A à Z, ou est-ce que vous pensez qu'il y a eu des occasions manquées? C'est pour ça que je parle de Maigret, justement. Alors, si vous voulez, à l'époque Maigret, nous pensions avec Maigret, les maigretistes, qu'il y avait une possibilité d'accéder au pouvoir. Je crois, avec le recul du temps, que c'était une illusion
compte tenu de la puissance du cordon sanitaire et compte tenu du fait qu'on a vu le même phénomène partout en Europe, à l'exception, c'est vrai, de l'Italie. Donc je crois que ce n'était pas possible. Ce qui était possible, et si je devais avoir un regret rétrospectif, ce qui était possible, c'était de conquérir les pouvoirs locaux. Mmh. Il y a eu d'ailleurs en 1995 3 villes, puis en 1997 4 avec Vitrolles, 4 villes relativement importantes qui avaient été conquises par le Front National et pour lesquelles il était possible de conduire des politiques un peu différentes. Et s'il n'y avait pas eu, alors là avec des signes, on met Paris en bouteille bien sûr, s'il n'y avait pas eu la scission de 1998-99, je crois qu'il y aurait pu avoir des dizaines de municipalités nationales et qui seraient quand même, qui n'auraient pas changé, qui n'auraient pas bouleversé les choses, mais qui seraient des bases territoriales d'appui. Un peu à la manière de ce qu'avait fait le Parti communiste dans son histoire. Exactement. C'est-à-dire Voilà. des vrais fiefs. Je pense que c'était ça le bon modèle. Ouais. Mais alors, objectivement, ça ne s'est pas passé comme ça. Et il faut reconnaître que Jean-Marie Le Pen le disait lui-même, je n'ai pas la fibre municipale. Il ne s'intéressait pas. Lui-même n'était pas élu de son village d'origine. Lui-même n'était pas élu local. En fait, il n'aimait pas ça, il ne s'y intéressait pas. C'est un peu dommage. Je suis, bien que j'ai été opposé à lui en 1998 et au moment de l'époque Maigret, je porte dans le livre un jugement, je pense, très globalement positif sur Jean-Marie Le Pen. Mais si j'ai un regret sur cette période, c'est qu'en fait, il fallait investir sur le pouvoir municipal, qui ne pouvait pas bouleverser les choses, mais qui pouvait permettre d'enraciner. C'est vrai, vous avez raison, un peu comme le Parti communiste l'avait fait. Est-ce que la figure de Le Pen, pour vous, ça reste l'éveilleur, ça reste celui qui... moi, j'ai eu l'occasion de recevoir Julien Drey ici, et de lui dire, finalement, tout ce que vous me dites sur Jean-Marie Le Pen, que vous avez combattu, là, vous êtes en train de me dire que, en fait, vous reprenez son discours, quoi. Vous pensez que c'était le premier? Je pense que le premier, alors le premier en Europe, c'est pas Le Pen, c'est Enoch Powell. Enoch Powell, ce qui est absolument incroyable, c'est que le discours d'Enoch Powell, c'est de Birmingham, c'est le 20 avril 1968. Il voit le problème, il discerne le problème, et il dit le rôle de l'homme d'État, c'est d'alerter l'opinion. Sa carrière politique est terminée à partir de ce moment-là. Mais il a alerté l'opinion. Et vous voyez qu'aujourd'hui, la première ville musulmane d'Angleterre, c'est Birmingham. Voilà. Donc, et donc Enoch Powell, au fond, il aurait été un homme politique comme on en a connu au RPR ou ailleurs. Il aurait dit, tiens, il y a un électorat musulman qui arrive, je vais le clientéliser, je me ferai réélire avec eux. Ce n'est pas du tout ce qu'il a dit. Donc le premier homme politique, c'est Enoch Powell. Après, c'est effectivement en France Jean-Marie Le Pen qui s'empare de la question d'immigration, pas tout à fait au début du Front National, mais à partir des années 1978-1980, notamment à travers le travail de Stirbois. On pourrait, d'ailleurs, je rends hommage, moi je n'ai jamais été dans les milieux, entre guillemets, activiste des années 70-80, mais on pourrait rendre hommage à Ron Nouveau, qui en 1973 organise un meeting contre l'immigration sauvage, voilà, et qui sont dissous à la suite de ça. Voilà. Et au début du Club de l'Horloge, c'est assez intéressant, on rencontre à l'époque Raymond Marcellin, qui a été le ministre de l'Intérieur à Poigne de Pompidou, le ministre de l'Intérieur qui a remis un peu les choses en ordre, ou qui a essayé après mai 68. Et Marcellin nous dit un peu paternellement, surtout, ne parlez pas d'immigration. Surtout, ne parlez pas d'immigration, parce que lui, il sait pourquoi Ordre Nouveau a été dissous, c'est lui qui l'a dissous. Et il sait aussi que quand il a essayé de restreindre l'immigration en 1973, toute la gauche lui est tombée dessus. Voilà. Alors conseil de Marcellin que nous n'avons pas hésité, ou que nous n'avons pas suivi, ou que je n'ai pas suivi, mais qui était un bon conseil d'opportunité. Et donc, en France, c'est Le Pen qui apporte la question
sur le débat politique. Il dit aussi des choses assez fortes sur l'islamisation et assez vite. Et puis il y a côté écrivain, il y a Raspail en 1973, le Condessin. Raspail, ça lui coûtera l'Académie française. Bien sûr. C'est-à-dire que dès que vous abordez certains sujets, vous le payez. D'ailleurs, on voit chez vos confrères de Grand Chemin, on dit des fois aux gens qui sont interrogés, vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Et on voit 4-5 journalistes, entre guillemets, qui tombent sur la personne interrogée. Vous n'avez pas le droit de dire ça, c'est le tabou, c'est l'interdit. Il arrive d'ailleurs sur Raspail qu'on puisse évoquer le reste de son œuvre, mais systématiquement, on vous rappelle le Condessin. Oui, absolument. C'est comme si c'était l'horizon indépassable. Si alors que bon, l'œuvre de Raspail, notamment en Patagonie, est quand même assez exceptionnelle. Absolument. Et si vous voulez, quand Raspail est mort, lors de son hommage, la famille et les proches souhaitaient, à juste titre d'ailleurs, qu'il ne soit pas ramené au Condessin, parce que son œuvre, d'ailleurs, le Condessin n'est pas le livre le mieux écrit du point de vue littéraire, loin de là. Il a des livres c'est un livre pamphlet, c'est un livre qu'on retient, c'est un livre qui continue de se vendre, qui continue d'être lu, mais qui lui a coûté terriblement cher. Alors ce qui est intéressant quand même, vous me dites par rapport à la gauche, la gauche vous tombez dessus, mais on retrouve aujourd'hui, moi j'ai redécouvert récemment des vidéos de Georges Marchais, très hostile à l'immigration, prônant la lutte contre le trafic de drogue, expliquant que les prolétaires dans leur quartier ne sont plus en sécurité. Enfin, un discours qui est totalement, qui pourrait être celui de Marine Le Pen aujourd'hui, ou même Alors c'est étonnant quand même, il y a eu quand même mais ça n'a pas duré, il y a eu tout à coup une chape de plomb. Alors le Parti communiste a tenté des opérations en 1979-1980 contre des foyers de migrants. Ils ont envoyé des bulldozers quand même contre des foyers de migrants. Alors en liant la défense ethnique et la défense sociale, en disant qu'il ne faut pas seulement les mettre dans les quartiers populaires, il faut les mettre chez les riches. Ce qui n'était pas tout à fait idiot, ce qui leur permettait de lier un peu, mais ils ont été diabolisés pour ça. Et donc le Parti communiste a été diabolisé pour ses discours sur l'immigration dans les années 1979, 1980, et après, il a basculé, puisque l'électorat de ces quartiers, de ces villes, a changé, et il s'est tourné vers un nouvel électorat, pendant que l'électorat d'origine filait au Front National. Donc il y a eu un grand remplacement électoral au Parti communiste. C'est clair. Même si de temps en temps, l'actuel dirigeant du Parti communiste prend des actions un peu conservateurs ou réactionnaires de temps en temps, bonne bouffe, mais on a l'impression qu'il le côté franchouillard. Mais il en a fait une marque de fabrique un petit peu pour se différencier des dérives wokistes du reste de la gauche. Oui, exactement. Voilà, c'est un peu Fabien Roussel, apparaît. Et d'ailleurs, il est critiqué pour ça. Oui, il est même suspecté d'extrémisme de droite. Oui, absolument. Il a été traité de fasciste comme tout le monde, quoi. C'est vrai. Alors, je voulais en venir à un sujet, puisque le temps file. Malheureusement, sur la question de la guerre d'Algérie, vous avez évoqué Jean-Marie Le Pen, donc on revient à et sur la question algérienne et du rapport entre l'Algérie et la France. En ce moment, l'affaire est très très chargée. Le colonialisme aussi est un sujet qui est instrumentalisé beaucoup par LFI, sujet lourd qui pèse sur nos sociétés. Je voulais votre avis sur pourquoi aujourd'hui cette crise entre la France et l'Algérie. Est-ce que c'est une marque aussi du recul de la France, qui n'est plus capable on va dire, même dans les pays avec lesquels elle a des relations traditionnellement conflictuelles, mais qui avaient avant une sorte de respect de la France. On a l'impression qu'aujourd'hui, à travers Emmanuel Macron et à travers sa politique, à part Bruno Retailleau qui essaye de croiser le fer, on s'écrase complètement et on n'a pas de véritable politique, en fait. Je crois qu'il y a un effacement de la France considérable, qui est lié évidemment à la diminution de son poids démographique, de son poids économique dans le monde, bien sûr, mais accéléré par l'attitude brouillonne de Macron, qui est l'inverse d'un diplomate. Bon, il a décidé de reconnaître
le Sahara occidental comme marocain, Ouais. à partir de ce moment-là, il fallait qu'il s'apprête Oui. à faire face à un bras de fer avec l'Algérie. Ou alors il ne reconnaissait pas le Sahara occidental comme marocain. À partir du moment où il le fait, il faut qu'il sache très bien Oui, 7 ans. qu'il va avoir un retour du bâton. Alors, ce qui est quand même étrange dans l'affaire de la relation entre la France et l'Algérie, c'est que la France a quand même des moyens de rétorsion considérables en ce qui concerne les visas, en ce qui concerne les transferts d'argent. Et curieusement, on ne les utilise pas. Et on a l'impression que Macron est dans une situation de victime du maître chanteur algérien. C'est tout de même étrange. Et donc, comment vous voyez l'issue de cette crise? Parce que, est-ce que finalement, c'est pas le fait que la France ait reculé considérablement en Afrique aussi, le fait qu'on se soit fait chasser, on va dire, que notre armée qui était présente, censée être là pour aider les armées locales ou nationales du Mali, du Burkina, etc., que tout ça, ça contribuait finalement psychologiquement à une forme d'effondrement de l'ancienne puissance coloniale, Oui. qui permet aujourd'hui à tout le monde de dire, bah oui, on va pas vous écouter en fait. Ouais. Vous pensez que c'est ça? Je pense que c'est ça. Et puis, alors, il y a le fait qu'il y a les minorités à l'intérieur du territoire. Oui. C'est-à-dire que quand j'ai dit la France a les arguments, a des moyens de rétorsion avec l'Algérie, que j'ai parlé des transferts financiers, que j'ai parlé des refus de visa, des refus de visa médicaux pour les dirigeants algériens, etc., ils ont en contrepartie une masse de manœuvres, à savoir une partie de la minorité algérienne en France, racaillisée et islamisée, et qui peut apparaître comme une masse de manœuvres et d'intimidation possible. Il y a d'ailleurs l'affaire des menaces contre les services pénitentiaires. On voit bien qu'il y a là probablement un mélange de narcotrafiquants, de petites racailles, et peut-être encouragé, ou en tout cas pas vu de manière hostile par les services algériens. On peut imaginer qu'il y ait tout ça. C'est à rapprocher d'ailleurs d'une phrase de Renaud Camus lors des assises de l'islamisation, où il avait parlé des racailles comme une entreprise de conquête territoriale, comme une entreprise, comme une sorte d'armée d'occupation, ce qui lui avait valu d'être condamné pénalement, alors que c'est un élément de compréhension de la réalité. En tout cas, pour ce qui est du trafic de drogue, il s'agit de cartels où quasiment, d'ailleurs certains s'appellent la DZ Mafia, donc oui. Pas de tout est clair. La DZ Mafia, on voit quand même bien, on voit bien à quoi ça fait référence. À la référence mais algérienne, avec une dimension de business, une dimension de part de marché et une entreprise en fait finalement. Donc on est presque dans des trusts finalement sur un marché qui est évalué. Alors c'est intéressant parce que c'est un marché qui est évalué entre 3 milliards et 6 milliards d'euros. Donc ça veut dire qu'on ne sait même pas si c'est 3 milliards ou si c'est le double, ce qui est quand même assez inquiétant. Donc ça veut dire plus de moyens et une police quelque part qui elle a toujours les mêmes moyens finalement. Et surtout qu'il y a une police qui est désarmée psychologiquement et moralement. Je prends simplement un exemple. Il y a eu, au moment de l'affaire des Gilets jaunes, il y a eu 25 personnes éborgnées par des tirs de LBD ou des tirs tendus de grenades. Bon. À ma connaissance, aucune de ces affaires n'a débouché. Il y a des poursuites qui ont été engagées. Aucune de ces affaires n'a débouché. Je connais la jeune Fiorina Ligné, qui est une jeune femme tout à fait pacifique, qui a perdu son œil en 2018. L'affaire est toujours pendante. Quand il y a un tir de LBD en banlieue, face à des émeutiers, le policier est immédiatement suspendu. D'accord. Oui, voilà. Et donc on voit bien, et poursuivi en justice. On voit donc bien la différence de traitement contre
le français de base contre le gueux, Mmh. on peut y aller, la justice laisse faire. Contre la racaille de banlieue, là, la police n'a pas le champ libre et la justice est extrêmement, À la main extrêmement lourde. vigilante. Donc ce n'est pas tant une question de moyens matériels que, Mmh. que de pratique. Lors des émeutes pour Naël, on a envoyé, je crois, la BRI à Marseille. Mmh. Et finalement, ça a mal tourné, puisque il y a eu des policiers qui ont été mis en cause, mis en examen, suspendus à Il y a la eu un suite mort. d'interventions. Oui, Il y a eu un un mort. mort. Bah oui, il y a Mmh. eu un mort. Oui. Mmh. Heu, Justement, je voulais vous dernière question parce on va être malheureusement obligé de se quitter. Vous parlez souvent de la nécessité dans le livre de reconstruire l'identité française. Heu, Ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a une jeunesse, à travers un certain nombre de drames et puis à travers la vie qui évolue autour de nous, qui est quand même assez, de plus en plus éloignée de ces valeurs. Comment est-ce que vous envisagez cette reconquête? Est-ce que c'est par l'école, la culture, un autre levier? Comment on peut retrouver une cohérence et même, je dirais, ce qui avait marqué, nos parents, c'est-à-dire, ce qu'on appelait l'ascenseur social, en fait, qui permettait de on parlait des racines bretonnes. Moi, mon père, a commencé par garder les cochons dans les champs avant de devenir, un officier de marine. Aujourd'hui, tout ça, on a l'impression, est en panne. Est-ce que, comment vous voyez l'identité française dans les 10, 20 ans prochains? Il faut redonner, il faut retransmettre l'histoire de la culture française aux jeunes générations. Et c'est un travail absolument colossal, puisque l'éducation nationale a été détruite. Mmh. Dans les maux immenses de notre pays, je parle beaucoup d'immigration, mais il y a aussi la déséducation, hein, la destruction de l'éducation nationale comme instrument de transmission. Et je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas de... L'éducation nationale aujourd'hui est insauvable. Je crois qu'il faut aller le plus vite possible vers la privatisation, vers le chèque éducation. On ne reconstruira pas l'éducation nationale. Il faut permettre, par le chèque éducation notamment, par la privatisation, de reconstruire une éducation qui transmettra. C'est la seule solution, Ah, je crois que c'est privatisation. insauvable aujourd'hui. Et ça Insauvable. se passera Alors par que si l'école. vous voulez, le diagnostic sur l'éducation nationale, les fautes de l'éducation nationale, vous le trouvez dès les années 75 ou 80. Mmh. Vous avez un livre qui s'appelle Les colonnes d'accusation du Club de l'Horloge de Michel Geoffroy de 1984, et vous avez le rapporteur sur le budget de l'éducation en 1986, qui est Jean-Claude Martinez, qui fait un rapport où tout est dit. Donc le diagnostic est fait depuis 40 ans, mais sauf que le diagnostic est fait depuis 40 ans, mais que depuis 40 ans, on continue d'aller toujours plus loin dans la mauvaise direction. Mmh. Et donc ce n'est plus sauvable. Ce n'est plus sauvable. Très Au bien. dehors Oui, d'un bouleversement. bien sûr. Très bien. Merci, Jean-Yves Le Gallou. Alors, je rappelle votre livre, Mémoire identitaire, 1968-2025, les dessous du grand basculement, qu'on trouve aux éditions Via Romana, sur Amazon et Dans les bonnes librairies, on va mais dire dans les bonnes les librairies. bonnes librairies, voilà. Mais Voilà. toutes les librairies ne sont pas bonnes, En malheureusement. tout cas, on peut le commander sur Amazon. Donc voilà, je vous le recommande. Merci beaucoup, Jean-Yves Le Gallou, pour cet entretien. Merci à vous tous de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous a plu et j'espère que vous serez fidèles au prochain grand entretien. Aujourd'hui, on en fait 2 ou 3 par semaine. À une époque, c'était une fois par semaine. Donc, je vous dis à très bientôt. Suivez évidemment toujours nos programmes, la chaîne YouTube et, je le rappelle, comme je l'ai dit au début, l'application aussi. N'hésitez pas à télécharger l'application et à vous abonner chez Omerta parce que nous n'avons aucune subvention et c'est grâce à vous que nous vivons et que nous pouvons continuer à construire et à, comment on va dire, travailler, à vous fournir ce travail journalistique, ces documentaires que vous appréciez. Voilà. Merci beaucoup à tous, à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée.